Et bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Comme tu vois aujourd'hui, nous avons encore l'honneur d'être en featuring avec Dini qui est dans mon dos. Toujours un plaisir de venir, mais vraiment en plein milieu du champ quand on filme. C'est ça qui est génial, on partage. Tu connais, c'est authentique, hein. Je ne vais pas m'embêter à refilmer ou à faire des cuts pour enlever le petit chat. Il est bien là où il est. Je vais d'ailleurs commencer ce podcast par replier le câble de mes écouteurs, hein. Si toi aussi tu utilises des AirPods et que tu te demandes pourquoi la qualité de son n'est toujours pas au rendez-vous alors qu'on paye ça 250 €, n'hésite pas à créer une pétition et à me l'envoyer, je la signerai avec plaisir. Voilà, pour que ensemble on arrête de devoir utiliser des écouteurs filaires classiques donnés à l'époque avec le téléphone pour pouvoir s'entendre dans le cadre de nos conversations. Aujourd'hui, on va parler en fait du lancement d'une nouvelle offre, en tout cas de la stratégie qui est liée au fait de lancer une nouvelle offre. Je veux aborder ce sujet puisque c'est quelque chose qui va forcément te toucher dans le cadre de ta vie, de manière globale, en tout cas de ta vie entrepreneuriale. Tu vas forcément vouloir lancer, et j'imagine que c'est pour ça que tu écoutes ce podcast, une offre, quelque chose, un produit, une idée, un service. Comme tu le sais, à titre personnel, j'ai une boîte spécifique de conseils et dans le cadre de cette boîte de conseils en stratégie de développement business, nous avons l'habitude de lancer des sous-marques. Et donc, nous avons l'habitude de répéter cet exercice. Et comme en ce moment, nous sommes dans une phase où nous sommes en train de lancer une nouvelle offre, je me suis dit pourquoi pas répéter un peu les basiques, mais qui font toujours plaisir et qui correspondent mine de rien, à des erreurs que je peux relever chez des dirigeants que nous accompagnons, alors qu'on parle de chiffre d'affaires à 7 chiffres, voire 8. Mine de rien, c'est un sujet qu'il faut aborder. Comment est-ce qu'on lance une nouvelle offre? Ou de manière simple, comment est-ce qu'on lance une offre? Alors, le gros rappel, et je pense que c'est peut-être le truc que j'ai le plus répété sur ce podcast, comme d'habitude, hein, quand on lance un produit ou service, on s'assure de répondre à une problématique qui est dure. Pour rappel, lorsqu'on lance un produit ou un service, on apporte une solution à une problématique qui existe, si possible, ça sera plus pratique. C'est un peu la définition du business. Business égale apporter une solution à une problématique. Il n'y a pas qu'une manière de faire, mais commence déjà par apporter une solution à une problématique avant de te dire oui, mais je vais créer le besoin chez la personne et je vais lui faire comprendre qu'une casquette avec 2 visières, c'est génial. Compliqué. Faisons simple. Vends des produits ou des services à des gens qui sont intéressés directement par le fait de régler une problématique. Tu verras, ça sera beaucoup plus simple en termes de business. Je reviens également sur le fameux DUR, DUR, douloureux, urgent et ressenti, tu peux également le mettre au féminin. Il faut que la problématique que tu vas être amené à résoudre soit douloureuse, urgente et ressentie. Donc douloureuse, ça doit faire mal à la personne. Elle doit avoir envie en fait de faire quelque chose parce que ça lui fait mal. Urgent, c'est-à-dire qu'il y a une question de timing. Il faut qu'elle ait envie de résoudre le problème maintenant. Il faut que ce soit ressenti. Donc est-ce qu'au plus profond de son âme, c'est quelque chose qui la touche et qu'elle a vraiment envie de corriger? Est-ce que c'est ressenti ou ça fait mal mais ça va? C'est ok, je peux repousser, c'est présent, mais ni urgent, ni spécialement ressenti, je ne sais pas. Je ne suis pas encore au courant que je vais avoir besoin de solutionner ce problème. Si peut-être que tu te dis, mais est-ce qu'il est possible d'avoir juste une douleur ou juste quelque chose qui est douloureux ou juste quelque chose qui est urgent ou juste quelque chose qui est ressenti? Oui, il est possible de n'avoir qu'un seul des 3 critères ou 2. Ça arrive. Tu peux avoir quelque chose qui est douloureux, c'est-à-dire que t'as pas de chaussures, tu marches pieds nus dans la rue, c'est un peu chiant, mais c'est ok parce que ça fait 20 ans que tu le fais, ça a toujours fonctionné comme ça, donc ça va, tu vois, donc ça fait un peu chier, mais ça va, tu vois, donc là t'as aucun critère. Peut-être que dans un an, quand ça fera 21 ans que tu le fais, ça va commencer à te piquer, tu vas te dire non mais c'est dommage parce que je pourrais faire du sport et je rêve de devenir footballeur pro et je me rends compte qu'avec les frottements c'est quand même mieux d'avoir une chaussure, donc là ça sera douloureux. Alors c'est intéressant parce que ce sera et douloureux physiquement et psychologiquement parce que tu auras envie de trouver une solution parce que ton rêve aura changé, c'est-à-dire que tu veux devenir footballeur, donc là c'est autre chose. Et puis peut-être qu'un an encore plus tard, ce sera urgent parce que là, tu es sûr que tu veux devenir footballeur pro, c'est maintenant, ça te pique, tu y penses tout le temps, toute la nuit en permanence. Donc là, c'est douloureux et urgent. Et ressenti, c'est le moment où tu te dis là, je veux une solution, c'est sûr, je suis prêt à payer, je suis sûr à 100%, je veux
un service qui va m'aider à pouvoir accomplir mon rêve. Et ça va commencer par l'achat de chaussures. Et là, parfait, on a le tiercé, douloureux, urgent, ressenti. On a les trois en même temps. Tu peux essayer de l'aligner à peu près n'importe quelle idée de business. En général, quand il manque une des variables, le business va être problématique à propager. Tu vas galérer à faire la communication. Ça va être chiant. Ça va être chiant pour les ventes. Ça va être chiant pour l'expliquer. Ça va être complexe. Salut à toi et merci d'être là. On marque une petite pause juste pour que je te donne la genèse en fait de Salarié Provisoire. Salarié Provisoire, comme tu peux le voir, c'est un podcast qui est authentique. Je te parle de faits réels, je te parle de ma vie, je te donne des détails techniques, que ce soit sur du perso ou sur du professionnel, pour que tu puisses t'identifier et appliquer les conseils que je donne potentiellement dans les situations que tu mènes dans la vie. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner tout simplement ou à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Je te laisse retourner à l'épisode et merci encore à toi. Je pense que j'entends des idées de business qui ne sont pas bien ficelées ou en tout cas qui ne répondent pas à ce framework simple, donc dur, toutes les semaines. Toutes les semaines, j'en ai 2, 3, 4, 5, des gens qui m'expliquent effectivement leur business. Et quand on le passe au crible de ça, avec le détail, on regarde, est-ce que c'est douloureux, urgent, ressenti ? Bien souvent, non. Info supplémentaire, il est interdit, quand tu utilises ce framework, d'arrondir les angles. Tu n'as pas le droit de dire oui, alors c'est peut-être pas trop douloureux, mais je pense que si on change un peu l'angle, c'est peut-être urgent. Non. Soit ça rentre dans le moule, soit ça rentre pas. Je te fais l'exemple avec ma propre boîte de BizDev, chez Scalable. Nous, on aide les dirigeants à trouver des clients automatiquement. Simple. Est-ce que c'est douloureux pour un dirigeant ? Est-ce que ça lui fait mal de ne pas avoir de service d'acquisition, de ne pas avoir de méthode pour trouver des clients automatiquement ? Oui. Est-ce qu'il a besoin de clients tout de suite pour faire avancer son activité et aller chercher de la croissance ? Oui. Donc c'est urgent. Est-ce que c'est ressenti ? Est-ce que ça le saoule ? Parce que ça fait des années qu'il fait du bouche à oreille et son chiffre d'affaires est en dents de scie, même s'il fait de la trésorerie. Oui. Donc, c'est dur. Ça n'a pas toujours été ça chez Scalable. On a testé plusieurs positionnements et donc, je te le révèle, si jamais tu n'avais pas compris, c'est ça aussi qu'on appelle le positionnement. C'est savoir se positionner, se placer finalement par rapport à un marché. Transition parfaite, je me suis fait une autopasse et c'est super. En ce moment, on est en train de lancer une nouvelle offre. Je vais t'expliquer un peu le détail, le comment qu'on fait, pour que tu vois finalement que même si je suis là à te faire des podcasts sur le business depuis des années, même si je dois avoir monté à titre perso plus d'une vingtaine de projets et accompagné plus de 100 dirigeants, je fais quand même toujours l'effort de reprendre cette base, toujours reprendre les bases, la méthode. Ne jamais se dire, attends, j'ai du recul, je ne vois pas pourquoi, moi, en tant que grand master, podcast, business des enfers, boîte de dev, ce que tu veux, je vais m'embêter à appliquer les règles que j'apprends aux gens. Attends, je ne sais pas du tout pourquoi je ferais ça, vu que je suis trop fort et qu'en plus j'ai une casquette. Non. Je reviens sur les bases. Donc, comme je te le dis, nous, on aide les gens à trouver des clients, enfin, on aide plus particulièrement les boîtes à trouver des clients, donc les dirigeants à trouver des clients de manière automatique. Et nous sommes en train de conquérir un nouveau marché qui est, on va dire, qui n'est pas la France. On va dire ça comme ça. Plus simple. Peu importe où c'est, sur Mars, sur Jupiter, peu importe. Ce qui compte, et ce que tu dois relever, c'est que c'est un nouveau marché. Qui dit nouveau marché, et c'est le premier point sur lequel il faut s'arrêter, dit humain différent en face. Vendre des écharpes en Californie est différent de vendre des écharpes à Paris. Les deux sont possibles, mais la raison d'achat n'est pas la même. Donc la communication n'est pas la même, donc la méthode n'est pas la même, donc le produit sera également différent. Tu vois ? Alors qu'à la base, tu vends des écharpes. Mais sur deux localisations différentes, tu as deux méthodes différentes. Là, c'est pareil. Là où on vend cette prestation, déjà les services de marketing de manière globale, les stratégies business avancées qui font appel à de la data, à de la communication, à des études pointues, à de l'IA, sont méconnues. Donc, en appel de vente ou de proposition, si tu commences à parler trop tech, ça va parler à personne. Je pense qu'en France, on va dire plutôt à Paris, je vais même resserrer un petit peu,
Je peux prendre à peu près n'importe quel dirigeant, je lui dis IA, il sait ce que c'est. Je lui dis data, il sait ce que c'est. Il a déjà entendu, il fait le lien assez rapidement. Il y a des endroits dans le monde où c'est moins logique, parce que les gens sont moins dans la tech, parce que les gens sont moins au fait de ce qui se passe d'un point de vue technologique de manière globale, et leur distance par rapport au capital, ou par rapport aux grandes villes, ou par rapport aux pays qui sont très avancés, est importante. Tu vois, ça marche beaucoup avec les gens qui habitent les insulaires, les gens qui habitent sur des îles. Il y a toujours un décalage entre ce qui va se passer dans le cœur du pays, on va dire ça comme ça, et les îles. C'est un peu pareil pour le décalage qui existe, même si vous allez rager les provinciaux, qui existe entre, par exemple, ce qui va se passer à Paris, genre le cœur, soi-disant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est un fait quand même, et le temps que ça arrive en province, tu vois. Là, c'est vrai que je ne donne pas de date pour éviter de marquer temporellement mon podcast, mais par exemple, la techno, quand tu habites à Paris, c'était il y a longtemps que c'était bien comme style musical. Alors que quand tu vas à Toulon, ça vient de sortir. Un petit bisou à tous mes Toulonnais qui m'écoutent. J'ai pas choisi cette ville au hasard. Mais voilà, c'est nouveau pour vous, quoi. Tout ce qui est les sols en dur, les routes en dur, tout ça, c'est un peu nouveau. L'électricité, l'eau courante, tout ça, c'est new. C'est le temps que ça se décale. Voilà, donc on invente ici, et après on vous envoie le truc, quoi. Manque de respect de ouf. Alors que j'habite même pas à Paris. Mais ça me fait plaisir de faire la vanne. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est ça. C'est qu'il peut y avoir des décalages technologiques. Et ça compte vraiment de les prendre en considération lorsque tu fais des propositions. Puisque tu dois savoir, quand tu connais ton avatar, on le dit souvent ça, lorsque tu vends quelque chose, tu dois savoir à qui tu le vends. Tu dois savoir à quelle hauteur est la personne à laquelle tu parles. Je te donne encore un autre exemple. Admettons que tu aies inventé un produit super intéressant qui peut apporter une solution géniale pour les seniors plus, donc des gens qui vont avoir plus de 75 ans. Cette solution est par exemple très technologique. Voilà, elle fait appel à de l'IA, elle va regarder comment se comporte le corps de la personne pour la sauver si jamais elle tombe. Voilà, on va dire que c'est un détecteur qui réussit à voir, donc faire des calculs avec les battements de ton cœur, qui fait des moyennes très complexes, qui arrive à calculer les déplacements, les éventuelles chutes, le temps de sommeil. Voilà, on va partir du fait que c'est un produit technologique. Si tu arrives avec un jargon très tech, face à une personne qui n'a pas, ne serait-ce que Facebook, tu vois, donc j'ai pris un réseau social qui est plus trop utilisé volontairement, enfin plus trop utilisé par les jeunes, on va dire. Forcément, ça risque de bloquer, ça risque d'être difficile. C'est pas le même monde, c'est pas la bonne approche. Pourtant, peut-être que le produit est bon, peut-être que le besoin est bon, mais l'approche commerciale, en tout cas, n'est pas adaptée. Prenons le même outil, on lui crée une petite ramification et on se dit que tout ce que je viens de te citer, ça peut servir à un sportif pour avoir des analyses précises. Tu le vends à des mecs qui ont 25-30 ans. Là, l'analyse technique pure et dure, tu peux l'inclure. Peut-être, il faut essayer, quelque chose que je te répète souvent, il faut tester, tu peux peut-être inclure l'analyse technique dans ta méthode de vente. Ça peut plus plaire. Donc tu vois, produit équivalent, mais cible différente, donc méthode de vente différente. Et ça marche à chaque fois que tu vas changer soit de typologie de cible, soit d'endroit, soit de position géographique, ça compte. Donc là, on attaque cette zone, ou ces zones, il y en a plusieurs, et on est en train de faire justement du testing. Encore une fois, on aurait pu se dire, attends, on vend ça depuis des années, on connaît bien le marché, on connaît tout par cœur. C'est faux, on repart à zéro. Et on repart tellement à zéro que c'est moi qui prends les appels. C'est moi qui prends les appels de proposition, que ça soit donc le premier appel de R1, qui consiste à récupérer les besoins, ou l'appel de R2, qui consiste à faire une proposition. Petit rappel, R1 égale rendez-vous 1. En général, pendant un rendez-vous 1, tu es très content parce que tu as réussi à en avoir un. La personne d'en face est censée t'expliquer son besoin. Et dans le cadre du rendez-vous 2, tu fais une proposition sur mesure. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, en fonction du besoin qui a été exprimé dans le rendez-vous 1. Ça permet, encore une fois, de rebondir sur cette éternelle règle du business. On apporte une solution à une problématique donnée. On n'a pas besoin d'inventer la problématique. On demande directement à la personne où elle a mal. Où as-tu mal? Au genou. Parfait, je reviens vers toi dans une semaine avec une proposition sur mesure. Une semaine après, nous revenons avec une magnifique attelle sur mesure à la bonne taille. Très simple. Pas la peine de dire, bon, rendez-vous, tiens, j'ai une attelle pour genou, pour coude, j'ai un casque. C'est un casque que tu veux, c'est pas un casque.
un t-shirt, une banane, qu'est-ce que... Trop compliqué, trop de tentatives dans le vide. Autant directement demander à l'intéressé ce qui l'intéresse, ce qui lui fait plaisir. Ça va beaucoup plus vite. Encore une fois, tracé qui paraît logique, tracé qui l'est beaucoup moins quand tu es sur le terrain. J'ai pu voir des sacrés dingueries pendant des R1. Je ne te le cache pas, c'est toujours sympa. Donc, j'ai commencé à prendre ces appels-là. Ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois. J'ai relevé un nombre assez important de détails. On a changé un petit peu la proposition. C'est-à-dire que quand on vend ça en France, on va le proposer à des entreprises en bloc. C'est-à-dire qu'on va leur dire, on vous crée un système complexe qui s'autogère, on va dire ça comme ça, sur mesure, mais c'est quelque chose de fat. Donc ça va demander un forfait mensuel qui est considéré comme important, mais assumé, puisque l'objectif en face est réfléchi, il est sur mesure, et il répond encore une fois à une problématique dure. Donc ça passe, c'est OK. Quand tu changes de lieu géographique, au-delà de la tech, au-delà du produit, il y a la finance. Tout le monde ne gagne pas le même salaire. Toutes les entreprises ne font pas le même CA. Ça, tu l'avais déjà comme information. Mais il faut aussi prendre en compte l'économie du pays dans lequel tu proposes ton produit. Une canette de Coca. Alors, je te prends un exemple assez balèze. Tu peux en trouver une à peu près partout, que tu sois au Cameroun, dans le sud de la France, ou au Venezuela ou aux Philippines, tu peux acheter du Coca. Mais tu verras que le prix n'est pas le même en fonction des pays. Ici, tu peux payer un verre de Coca en terrasse 5,50 €. 6 €, 7 € si tu vas sur les champs, 8, 10 même. Allez, soyons fous. Tu prends ce même verre de Coca, tu vas le vendre aux Philippines à 10 €, je pense pas que tu en vendes beaucoup. Ce qui est triste un peu dans ces pays, mais c'est un autre sujet, c'est que le soda d'ailleurs, de manière globale, est moins cher que l'eau. C'est une parenthèse, tu iras voir des documents sur le sujet, c'est assez terrifiant, mais c'est un fait. Donc je prends ces petits calls, et ce que je fais, c'est que avec l'équipe, on réfléchit à des offres. Essaye de voir, voilà, bon, ok, en France, on le vend comme ça, on vend des gros packs, proposons un gros pack. Allez, vas-y, j'y vais, je propose un pack. Et comme tu peux le voir, je n'ai pas peur que ça ne fonctionne pas. Finalement, en face de moi, j'ai une personne qui achèterait potentiellement. C'est une opportunité de vente. La plupart des gens se diraient, mais attends, là, tu vas à la vente et tu proposes un nouveau truc. Enfin, tu proposes quelque chose et t'en testes. Mais tu testes avec des vraies personnes. Oui, tu testes avec des vraies personnes. Donc ça veut dire que tu peux louper de vrais créneaux. Mais mine de rien, si je ne confronte jamais mon nouveau produit au marché, comment je sais ? Je ne peux pas faire de brouillon avec des amis, tu vois. Je ne peux pas appeler des amis, leur dire, bon, bah écoute, on dit que tu es un Allemand, voilà, je veux vendre en Allemagne, on dit que tu es un Allemand, je te propose le pack. Est-ce que ça t'intéresse ? Eh bien, il ne sait pas, puisqu'il n'a pas de boîte et que ce n'est pas un Allemand. C'est compliqué. Donc tu es obligé de tester en situation réelle. Et si tu testes en situation réelle, forcément, tu peux griller des cartouches. Mais est-ce que c'est si grave que ça ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font tout un foin de ça. Ils disent, je ne veux pas rater la vente, je veux absolument que ça fonctionne, comme s'il n'y avait qu'une seule opportunité de vente. Si tu crées un système qui te permet d'avoir des rendez-vous en continu, et des opportunités de vente, tu les as en continu, ça tombe bien, c'est ce qu'on vend, donc on le fait pour nous. Donc des opportunités de vente et des appels, j'en ai plusieurs, par jour même. Tu vois, là, c'est moi qui limite pour pas avoir que ça à faire dans la journée. Et là, j'en ai 2 par jour, depuis plusieurs semaines, facile, tranquille. 2 par jour. Donc 2 fois par jour, on me laisse l'opportunité de faire des tests. Et comme tu le sais, c'est une question de loi des nombres. Déjà, plus tu fais, mieux tu fais. Et plus tu fais, plus tu sais. J'ai les informations. Tous les appels que j'ai font l'objet d'un bilan, font l'objet d'une petite analyse avec de l'intelligence artificielle. Tu connais, c'est toujours un plaisir d'avoir des résumés et des points à améliorer. On fait aussi un petit bilan avec la team. Et au final, là, nous commençons à arriver sur une proposition qui plaît. Et je dirais même mieux que la semaine dernière, j'ai pu commencer à vendre tranquillement. Je suis arrivé à ce moment où j'ai réussi à connecter les besoins de la personne avec notre service. Mais notre service version le pays en question. Pas notre service version France, Paris, les gens qui parlent anglais, qui disent « Ouais, non, je vais prendre un call, un meeting avec Jean-Louis, non, on verra pour les KPI. » C'est pas ça, les gens qui sont en face. Tu peux pas leur parler comme ça. Tu peux pas leur dire KPI, tu peux pas leur dire « Oui, ça dépend, on dit KYC, je sais plus trop, j'étais en meeting avec Claire. Putain, elle a no show, c'était l'enfer. »
Tu peux pas parler comme ça. Là, sur la plupart du jargonnage pseudo-anglais startup que j'ai pu utiliser, tu perds tout le monde. Si tu parles de KYC, de KPI à ces gens-là, c'est mort. Ils ne seront pas plus teubés pour autant. C'est un vrai marché. C'est des gens mortels. C'est incroyable de parler avec eux. C'est un kiff, mais c'est une autre approche du marché. Et moi, j'adore quand on fait comme ça des petits trucs de conquête et qu'on rencontre des gens qui n'ont rien à voir. J'aime pour deux raisons. Parce que tu vas rencontrer des profils que tu ne connais pas. Déjà, ça déchire. Et numéro 2, tu vas rencontrer des angles de marché que tu connais pas du tout. Le mec te dit, oh non, mais là, ça marche pas mal, ça marche moins bien, et toi, t'apprends. Tu vois, ça te remet, j'adore, parce que ça te remet en place, ça te permet d'améliorer ton humilité, et de te dire, waouh, je connais des trucs, je suis bon dans ce que je fais, c'est ok, c'est sûr, ça se vend, on en vit, donc je suis performant dans ce que je fais, ça c'est bon. Mais là, je suis en train de discuter avec un mec, et sur son marché, mon niveau, c'est 1 sur 100. Je connais rien. Et c'est lui qui m'apprend des trucs. Et ça, c'est kiffant. Donc c'est bon pour l'ego, c'est bon pour le business, c'est bon pour les fondamentaux, et c'est bon pour la santé. Il faut se remettre en question. Souvent, moi c'est un exercice que je fais souvent, mais dans le business, c'est plus compliqué parce que tu peux le faire seulement quand tu as des opportunités de te remettre en question. Donc c'est terrible. Donc, j'ai fait cette première vente, et c'est super, et ça s'est bien passé. J'en ai enclenché quelques-unes depuis. On a repris tous les calls, on a peaufiné, et on arrive à ce moment où on a une nouvelle offre. On commence à comprendre comment on peut la pousser, et maintenant que c'est bon, on crée une verticale. Donc une verticale, c'est à côté un autre produit pour ce nouveau marché, et ce nouveau produit, on l'a déduit des différents appels que j'ai pu avoir. J'attire ton attention sur cette notion de data. Récupérer de la donnée toujours sur ce que tu fais. On prend des calls, des appels, on récupère de la donnée. On comprend, on analyse. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui leur a fait peur? Est-ce que les tarifs sont trop hauts? Ils sont trop bas? Mais ils n'ont pas les mêmes salaires ou les mêmes CA que nous. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire plus bas? Parce qu'on peut leur apporter une qualité de ouf. Mais voilà, peut-être qu'en termes de finances, au début en tout cas, ils ne nous suivent pas. Peut-être que, est-ce qu'ils sont plus méfiants? Sont pas plus méfiants? Et là, pour le coup, on est tombé sur des personnes, pour le coup, qui sont plus méfiantes. Alors du coup, il faut faire des offres pour des gens plus méfiants. C'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais clients, pour le coup. Ils ont de l'argent, comme beaucoup de personnes sur Terre. Mais ils vont être un petit peu plus méfiants parce qu'ils ne connaissent pas. Comme toi, si demain, on t'invite dans un restaurant franco-thaï chino-camerounais, tu vois. T'es un peu en mode, qu'est-ce qu'on mange? On mange des nems, on mange du mafé, qu'est-ce que... Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'on mange dans ce restaurant, j'ai un petit peu peur. Les serveurs, ils ont des rollers. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Je comprends pas. Pourquoi ça coûte 3 euros? Je suis en mystère. Si ça se trouve, c'est le concept de ta vie. Mais ce qui est nouveau, ça fait peur. C'est comme ça. Et donc, au début, le restaurant franco-sino-thaï camerounais, personne ne connaît. Et peut-être que dans 2 ans, c'est un classique. Et tout le monde est OK. Ça devient aussi logique que le McDo. Personne n'a peur d'aller manger au McDo, alors qu'ils arrivent à servir des menus à 10 euros. Peu importe le prix, t'en mettes pas, c'est un prix indicatif. Des menus à 10 euros en 3 secondes chrono après que t'aies commandé. Personne se dit, mais comment ils font? Ça va trop vite? C'est bizarre. Pourquoi ça sonne? Pourquoi ça fait tut quand on est au comptoir? Pourquoi il y a des tickets, faut venir? C'est quoi cette usine? Pourquoi? C'est OK. C'est totalement accepté. Tu prends le concept du McDo dans un pays où il n'y a pas McDo, ce qui va être difficile à trouver pour le coup. Tu leur montres le délire, alors que eux, ils ont l'habitude d'aller au restaurant et d'attendre 1h30 pour manger. Ils vont dire, c'est suspect, ça. C'est trop suspect. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'habitude de manger dans des restos, on attend 1h30. C'est le temps, c'est le référentiel personnel que j'ai, pour moi. Manger égale 1h30 dans un restaurant. Comment 3 minutes? C'est de la nourriture d'hier, c'est... Comment ils font Non, suspect, c'est bizarre, tu vois. Donc, tu as toujours ce mouvement de recul quand tu connais pas. En tout cas, en France, c'est comme ça qu'on réagit. Quand on connaît pas, on fait un pas en arrière. Je peux te donner un millier d'exemples, pareil avec le Bitcoin. C'est toujours pareil, les idées elles passent toujours par à peu près 3 étapes. Hein. Au début, on te prend pour un fou, après c'est à peu près acceptable, et puis finalement l'étape 3, c'est de te dire, non mais pourquoi t'as pas de Bitcoin? C'est évident que c'est un bête de truc, je comprends pas. Pareil, ça marche comme ça avec les idées. Donc, je te disais, on fait une nouvelle verticale, qu'on va tester également de la même manière. Maintenant qu'on a trouvé une verticale, une manière, une nouvelle offre, on va en proposer d'autres. Tu vois, on va tester petit à petit, voir comment on peut s'étendre. Cette nouvelle verticale, elle nous a été donnée
dans le cadre de data récupérées dans des calls, et c'est la même chose. Grâce à ces données, on va pouvoir proposer d'autres choses, on va pouvoir essayer un nouveau marché, un nouvel angle, et un angle dont nous n'avions pas connaissance avant de faire mes appels de test. Donc finalement, tu vois, il y a toujours un petit peu le principe d'équivalence. Tu donnes, il y a une opportunité, bon, tu perds peut-être, mais en fait tu récupères quand même, parce que tu as de la data. Donc mine de rien, tes appels, comme diraient les mecs de Full Metal Alchemist, Toka Koka, le principe d'équivalence, big up à tous les mangaka, tu vois, tu donnes, mais tu récupères finalement. Donc c'est pas perdu. Il faut pas voir tes calls de vente, si tu en as à faire là, comme des trucs qu'il faut réussir absolument. J'ai eu un mini coaching sur ça il y a pas longtemps. J'ai coaché des gens sur le sujet, et la personne voulait absolument réussir. Elle m'a dit, attends, là, ce call-là, cet appel de vente, il faut que je l'amène au bout. Ça va être incroyable, dis-moi, quelle est la bonne proposition, le bon truc, le bon machin. Je dis, il n'y a pas de bon machin. Rappelle-toi où tu en es dans ton business. Tu en es là. Ok. Tu as fait combien d'appels de rendez-vous 1 dans ta vie? J'en ai fait 0. Voilà. Fais le rendez-vous 1, récupère les données et les besoins, et ensuite, on en parle. Ouais, mais qu'est-ce que je dis? Je vais te faire des questions. Elles sont très simples. Je te les mets dans un formulaire, tu les poses. Le but, c'est de faire discuter la personne. Oui, mais si je ne sais pas quoi dire, c'est pas à toi de dire. Le rendez-vous 1, c'est tu parles 10%, la personne en face de toi parle 90%. Que tu vendes des voitures, des fusées, un appareil photo, un bouquet de fleurs, on s'en fout. Tu fais discuter. Je peux te mettre dans une concession de voiture, la personne rentre, tu connais rien aux voitures, tu sais même pas quel modèle c'est, t'as pas regardé. Bonjour, bienvenue, tu connais peut-être le nom de la marque. Pour rigoler pour l'exercice, on va faire comme si tu le connaissais pas. Bienvenue à vous, vous passez une bonne journée. Oui monsieur, on passe une bonne journée. Parfait. Est-ce que je peux vous aider? Oui, nous voudrions une voiture qui, pour la famille, machin, pour faire ci. D'accord. Quelle sera l'utilisation principale de cette voiture? On va aller chez Ikea, samedi on va faire les courses, et puis après on va aller au parc, et puis après je dois aller chercher Eugénie au centre aéré. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être, dites-moi, une idée du modèle qui pourrait vous intéresser? Oui, on hésite entre celui-là, celui-là et celui-là. D'accord, ça tombe bien. Nous avons des offres intéressantes sur les 3 en ce moment. Ce que je vous propose, c'est qu'on se mette à mon bureau. On finit de lister ce qui vous intéresse. Et après ça, je prendrai le temps de faire venir sur concession des modèles qui pourraient correspondre à vos attentes. Est-ce que ça vous va? Oui, magnifique. On va au bureau. Tu sors ton petit formulaire. Tu ne connais toujours pas la marque de la voiture que tu es en train de vendre. Tu lis ton formulaire et en même temps tu discutes. Toujours. Vous revenez du marché à côté? Ah, c'est cool, vous avez trouvé des choses bien? Oui, on a trouvé ça, etc. Et toi, mon petit, tu fais quoi comme sport? Tu fais du basket? C'est bien le basket. Allez. Alors, je vais commencer par récupérer votre prénom. Jean-Jean. Bienvenue, Jean-Jean. Et ainsi de suite, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'être un expert de la bagnole. Tu me mets n'importe où. Encore une fois, que ce soit pour vendre ce que tu veux, je ferai toujours le même système au début. Pas besoin d'être un expert et dire bon, je suis un peu stressé, il y a des clients qui vont rentrer, enfin des prospects. Donnez-moi toutes les revues de toutes les brochures de voitures, il faut que je les apprenne par cœur. Alors celle-là, la Renault X 1,5 litre VTDI. Attends, je me suis trompé, la VTDI, elle a la clim, pas la V2, parce qu'après c'était à partir de la V3 qui est en 2007. Tu vois, trop compliqué. Être bon dans la démarche commerciale, c'est pas connaître par cœur tout. On t'a pas demandé d'être la documentation du truc. On t'a demandé de savoir orienter les clients vers le bon produit. Si au début, tu ne connais pas ton bon produit, récupère au moins ses attentes. Très simple. Donc, je lui dis de faire ça. Il récupère les attentes comme promis et comme prévu, et c'est super. On prépare le R2 ensemble, donc le rendez-vous 2, en fonction des attentes. Où est la difficulté? Le mec te dit, j'aime le pain, le chocolat, le jus d'orange à 8h02. Tu lui sers du pain, du chocolat et des oranges à 8h02. On t'a pas demandé de deviner, de tester. Attends, je vais livrer à 8h, à 9h. Non, il te dit. C'est cadeau. Lors de la présentation, tu déballes. Voilà. Comme convenu, j'ai pris le temps d'étudier ce que nous avons pu nous dire lors du dernier appel et je vais vous faire une présentation, en tout cas une proposition sur mesure.
Est-ce que ça vous va? Oui, ça me va, monsieur. Je vous écoute. Parfait. Voici du pain, du chocolat, du jus d'orange, et il est 8h02. Qu'en pensez-vous? Ça me plaît beaucoup. Quel est le prix? Vient la question du prix. Comment est-ce qu'on fixe un bon prix? Déjà, tu as à peu près toujours la valeur étalon de ce que vaut les choses dans la vie. Tu sais que ça, la gourde que je te montre, elle ne coûte pas 196 euros. Tu as l'info. Tu sais que cette paire d'écouteurs filaires ne coûte pas 269 euros. Tu sais à peu près où baser tes prix. C'est pareil pour les prestations. Si tu sais absolument pas que valent tes prestations, prends toi-même des appels avec des gens qui font la même chose que toi. C'est tout. Et note les prix. Encore une fois, toujours cette stratégie de data. Tu demandes également à ChatGPT. Tu fais faire des devis. Tu compiles tout ça pour avoir un espèce de prix médian. Et après, tu choisis. Et, c'est là que c'est intéressant, il y aura un testing. Il faudra tester les choses. Il faut que tu saches que, surtout quand tu vends tes services toi-même, ton prix est effectivement conditionné par la qualité ou en tout cas par le détail du service que tu proposes. Il est également conditionné par la solution que tu vas apporter. Grosse solution qui répond à une méga douleur dure, on l'a vu avant, gros prix potentiel. En fonction du marché, bien sûr. Gros prix à Toulouse d'un café de luxe, pas pareil que gros prix à Paris, sur les Champs-Élysées, d'un café de luxe. Pas la même population, pas le même pouvoir d'achat, pas les mêmes besoins, pas la même douleur. Je t'ai pris un produit nul comme un café juste pour te montrer que le prix n'était pas le même, ok ? Si toi aussi tu veux voir de quoi je vis, sache que tu as accès directement à ma communauté privée qui s'appelle Le Bureau, tout simplement parce que je t'invite dans mon bureau. Le lien est dans la description et c'est ouvert à tous. N'hésite pas à retrouver ce petit lien là où tu sais, que ça soit sur YouTube ou sur une plateforme d'enregistrement de podcast classique comme Spotify, Deezer, etc. Bon, ma mère habite en province. Elle m'a envoyé un message là il y a 2 jours. Elle m'a dit « Ah tiens, je me suis pris café, croissant, machin, terrasse d'Abar, 2,50 €. J'ai dit ah, waouh, c'est ouf, c'est normal. Elle habite dans un petit village un petit peu perdu. C'est des tarifs, ok. Moi, quand je vais prendre un café, je prends ça terrasse à Paris. Juste m'asseoir, j'ai déjà dépensé 3-4 balles. Juste pour me positionner. C'est pas le même endroit et c'est normal. Donc, R2, donc proposition 2, on lui vend son pain, son chocolat. Enfin, on lui propose son pain, son chocolat et son jus d'orange. Et la question d'après, c'est quel est le prix? Toi, tu as fait ton petit benchmark avant, tu as déjà vérifié, tu as déjà ta petite moyenne, tu lis le prix, et ça s'annonce en étant droit dans ses bottes un prix. On ne dit pas, c'est 2 euros. Assume ton prix, c'est du testing, qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce que tu risques? Tu en auras d'autres des appels, même si tu dis c'est 1000 euros, voilà. Moi, ma tartine de Nutella et le jus d'orange, c'est 1000 euros. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Tout dépend d'où tu les vends et tout dépend du niveau de besoin, encore une fois. Tu vends ça dans un hôtel de luxe avec un mec qui a beaucoup d'argent, qui vit dans un autre pays dans lequel il n'y a pas de Nutella, de pain, de jus d'orange. Et lui, tous les jours, il voit ça. Et il rêve de venir en France. Et tu dis c'est 1000 balles, il paye. Toi, tu n'aurais jamais payé ce prix-là pour un truc comme ça. Mais là, comme le besoin était haut et la douleur forte, c'est bon. Est-ce que tu l'as arnaqué, pas arnaqué? Et c'est là que c'est intéressant. Et tu vas voir comment on arrive à savoir quand on arnaque et quand on n'arnaque pas. Tout est une question d'éthique. À toi de positionner ton éthique. Si tu veux voir la définition, je t'invite à regarder sur Google. Moi, je pense qu'il faut être honnête. Tu peux trouver ton prix dans la vie et tu vas l'aligner aux besoins. Si tu vis dans un écosystème où payer 1000 euros pour ce que je viens de t'indiquer, c'est OK, alors c'est OK. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui arnaque les gens? Non. Puisque par rapport à la demande, c'est OK. La personne est OK de payer ça. Tu la voles pas, tu la forces pas, c'est le prix. Ne me parle pas du prix coûtant en me disant mais oui, un pot de Nutella ça coûte 3 euros, une baguette 1 euro. On s'en fout. Dans ta vie, tout ce que tu payes a un prix coûtant qui ne correspond pas au prix que tu payes. Cette gourde que je vais aller payer 10 balles, son prix coûtant c'est 80 centimes. Est-ce que je vais gueuler parce que les mecs ils font x10? Non. Pourquoi tu acceptes de payer 10 balles pour ça? Parce que c'est OK pour toi. Mais peut-être que la même gourde en Chine, sortie d'usine, tu proposes ça à un mec de l'usine 10 balles, il va dire dégage, je sais que ça vaut 80 centimes. Pourquoi tu veux m'arnaquer?
Tu veux m'arnaquer? Moi, tu m'arnaques. Tu vois, tu peux même créer une embrouille pour 10 balles. Mais c'est pas là. Ce qui compte, c'est le x10. Donc là, tu peux te permettre de faire x10, x20, x. C'est le prix de ton marché qui compte. Il n'y a pas d'arnaque par arnaque. Tu délivres un service de qualité. C'est sur ça qu'il faut se baser. Tu délivres un service qui répond à une problématique qui est rencontrée. Et tu le fais au max de qualité que tu peux apporter. C'est tout ce qui fucking compte. Le reste, on s'en fout. Si on te missionne 100 euros pour faire un aller-retour, aller chercher une baguette et la ramener dans un hôtel, est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est un bon prix? La personne est OK pour payer ce prix-là. Ça ne la dérange pas. Pour elle, c'est OK. Pour peut-être ton voisin d'à côté, 100 euros pour faire ça, c'est pas assez. Pour peut-être ton voisin d'un côté, il va dire non, moi je le fais gratuit, c'est OK. C'est peut-être une personne qui ne sait pas se vendre. Ton marché a un prix qu'il est OK pour payer et c'est ça que tu dois trouver. Donc, là, ce qu'on fait, je lui propose donc de faire son R2. On a été au fait d'annoncer le prix droit dans ses bottes. On reste toujours zen quand on annonce son prix. Et on a une réponse. Donc, pour cette tartine de Nutella, le pain, le machin, le jus d'orange, on annonce les 1000 euros. On annonce les 1000 euros, on les balance, 1000 euros. Et la personne en face de nous, elle dit 1000 euros, ouais, c'est OK, je m'attendais pas à ça. Et là, il y a deux possibilités. Soit elle va dans des objections un petit peu complexes et tu vois qu'il va falloir se battre un petit peu plus, soit c'est OK. Si c'est OK, l'indicateur que tu as, et j'ai volontairement pris un exemple violent avec le pain parce que je sais que c'est un peu clivant, eh ben c'est OK, et c'est génial, et tu fais de la marge et ta boîte est rentable et c'est cool. Si par contre la personne va dans des objections, il y a plusieurs typologies d'objections. Il y a des gens qui vont fuir perpétuellement, mais bien souvent, ce qu'ils objectionnent n'est pas la vérité. J'avais un exemple concret, mais je ne peux pas te le donner, parce que là, c'est trop spécifique. C'est trop spécifique. Mais ce que je peux te dire, c'est que parfois, la personne va te dire quelque chose, elle va te dire A, alors qu'en fait, au fond d'elle-même, la problématique, c'est B. C'est ça le souci. C'est dur de ne pas utiliser l'exemple, parce qu'il était bon, mais bon, c'est pas grave. Ça arrive beaucoup aussi pendant les calls de vente. J'ai discuté avec un gars comme ça. Il est focus sur le A. Je lui fais le prix. Je lui propose le prix. Il est focus sur le A. Il est concentré dessus. Il me dit oui, par contre, moi, je pensais que nanana, le A, objection A. Et au final, je lui dis, mais vous savez, là, ce qu'on s'est dit sur B, c'est bon pour vous aussi? Il dit, ah non, ça aussi, c'est un énorme problème, etc. Je prends le B, je lui dis, vous savez, le B, là, on va pas faire comme ça. On va faire autrement. Je dis pas, je dis autrement. On va faire autrement. Ce que je vous propose, c'est la solution C. Il voit la solution C, et il dit, ah ouais, super, parfait, on y va. Il a oublié le A. Mais à ce moment-là, c'est pas qu'il a oublié le A. C'est pas que j'ai une fenêtre pour me jeter dans le C et le carotte. C'est pas l'idée. C'est qu'en vrai, de vrai, la vérité, et là, c'est pas un podcast sur le closing, la vérité, c'est que ce qui l'intéressait, c'était ni A ni B, c'était C. C'était juste qu'il n'avait pas encore vu la bonne proposition. Donc, je te disais, pour ce coaching, les gens font la proposition. Quand tu fais ta proposition, tu la fais tout simplement droit dans tes bottes. Tu as le retour que tu as, et c'est là qu'il faut être attentif à la data. Et sur ton prochain call, tu testeras autre chose. S'il s'avère que ton pain, ton Nutella, ton service, ça vaut 700 balles, et avec la personne est OK pour payer 700 balles, au prochain call, tu fais 700. Et à force de faire des appels, tu vois, est-ce que les prix que tu annonces, ils sont acceptés facilement, difficilement? Est-ce qu'il faut se battre? Est-ce que c'est OK? Est-ce que tu as l'impression d'être bien positionné? Tu montes petit à petit jusqu'à trouver ton espèce de seuil. J'ai une belle anecdote sur le sujet. J'ai pu faire affaire il y a quelques années, association, avec un ami qui m'est cher, je ne vais pas le citer, je vais faire exprès. Et avec cet ami, nous avons proposé des accompagnements pour son entreprise, au début, au prix de 1500 euros. La première personne qui a donné de l'argent pour ce service, c'était 1500. Ensuite, ça s'est un petit peu transformé, le produit a évolué, il a été délivré différemment, c'était effectivement plus un accompagnement. Au début, c'était une formation, après, c'était un accompagnement. Et le prix qui a été proposé à la première personne, c'était 3000 euros. Enfin, à la première personne qui a donné 3000 euros, enfin, qui a accepté le second prix, c'était 3000 euros. Ok, on voyait que ça passait assez facilement. Et à un moment, on s'est dit, fais x2, parce qu'en termes de qualité, les gens sont hyper satisfaits. Et de l'autre côté, ils n'ont pas de mal à payer 3000 euros pour ça. Proposons 6000 et voyons ce qui se passe. Il a proposé 6000 euros. Et ça s'est vendu à partir de là 6 000 euros. Facilement. Les gens étaient OK, c'est-à-dire que le niveau de qualité
était supérieur au prix qu'il y avait à payer. Tu vois, c'est toujours une jauge. Si je te dis place de cinéma à 10 euros pour aller voir le film de ta vie, tu fais une bonne affaire. C'est le film de ta vie, tu veux aller le voir absolument. Je monte, 11 euros, 12 euros, 13 euros, 14 euros. Peut-être qu'à un moment, on va passer devant le critère de qualité. Donc, tu vas te dire que tu ne fais plus une bonne affaire. Quand tu vends, il faut que la personne en face de toi se dise « je fais une bonne affaire ». À 6 000 euros, il faisait encore une bonne affaire. Et il se disait, les gens, super, 6 000 balles pour ça, mais let's go, on y va. Par rapport à l'objectif que ça m'aide à atteindre, c'est super. On a continué à monter, on a proposé 8 000, et après, on a proposé 12 000. Et à 12 000, donc ça demandait un petit peu plus de temps de vente, à peu près 1 heure, mais ça se vendait quand même. Et il y avait des ventes tous les jours, tous les 2 jours. Ça se vendait, 12 000. Tu vois là, on est quand même parti de 1 500. Puis 3 000 avec la version accompagnement, puis 12 000. Ça n'a quand même rien à voir. Tu vois, ça n'a quand même rien à voir. Et qu'est-ce qui nous a permis de faire ça? C'est juste d'avoir cette conscience de se dire, si ça se vend facilement, c'est que c'est peut-être pas assez cher. Et qu'on a mis trop d'écart entre le prix de vente et la qualité qui est apportée. Donc on est monté 12 000. Et pour ne rien te cacher, sur les derniers, on a même proposé 24 000. Et c'est passé, mais plus difficilement. Là, tu vois, ça commençait à freiner, c'était complexe, on l'a vendu 2-3 fois, bon, mais on l'a quand même vendu à ce prix-là. Il s'avère que le bon prix, les gens étaient OK pour payer, c'était entre 12 et 16 000. Donc le prix de la bonne offre était positionné entre 12 et 16 000. Tu te demandes peut-être ce qu'on peut vendre pour ce prix-là. Je vais essayer de te donner quelques pistes de réflexion, parce qu'on n'était pas les seuls, et on n'est pas les seuls. Enfin, à l'époque, en tout cas, on n'était pas les seuls à vendre des produits de ce type-là. Il y en a encore qui se facturent à ce prix-là. Ça, en général, c'est des accompagnements business spécifiques, tu vois. C'est comme si tu faisais un genre d'accompagnement pour les cordonniers et pour les aider à se digitaliser et à créer un business prospère, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une énorme promesse, il y a une énorme expertise et il y a un énorme besoin. Tu vois, la douleur, elle est ouf. Le cordonnier il galère, tu vois. Il est en mode bouche à oreille toute sa vie, c'est compliqué, il fait des clés, il fait des chaussures, bah c'est dur, tu vois. Il se bat de ouf. Donc là, t'arrives, ça fait des années qu'il fait de l'argent, 12 000 balles pour ça, pour me sortir de la merde et me permettre d'avoir un système automatique. Allez, go, on y va. Finalement, c'est OK, tu vois. Et c'est OK. Peut-être que tu t'es dit que c'était énorme, que tu t'es dit, mais attends, mais qui va payer 12 000 balles? Mais plein de monde. Encore une fois, il ne faut pas, surtout quand tu fais du business, confondre ta vision, ton prisme, je te l'ai expliqué ça plein de fois, avec la vision des gens. On n'a pas tous le même portefeuille, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes boîtes, on n'a pas tous les mêmes objectifs, tu vois. Aujourd'hui, il y a des gens, ils vont prendre l'avion, ils vont aller jusqu'en Turquie pour se faire rajouter des cheveux, par exemple. Parce que la douleur, elle est forte. Donc ils vont aller payer 2 000, 3 000, 4 000 balles pour faire ça. Il y a d'autres personnes à qui ça paraît insensé de faire ça. Ils se disent, mais attends, qu'est-ce que je vais prendre l'avion, aller dans un autre pays, payer un chirurgien, souffrir, me faire rajouter des cheveux, tout ça pour plus avoir de calvitie. On s'en fout de la calvitie. Tu te rases et tu passes à autre chose. Ça, c'est un point de vue. Il y a un autre point de vue, c'est, moi, ça me complexe de fou. Il me faut une solution. Je cherche. Et il y a encore un autre point de vue, c'est, ça me complexe de fou. Il me faut une solution, et qu'importe le prix, la douleur est trop forte, il faut que je corrige ça. Et là, c'est pas les mêmes bourses. Peut-être que le premier gars, déjà, il n'est pas trop intéressé, donc ça va être compliqué de le choper. Peut-être que le deuxième, tu vas lui proposer un truc qui va coûter 1 500, 2 000. Peut-être que le troisième, si tu lui dis c'est 4 000 ou 5 000 tout compris, avion, vol, hôtel, machin, il dit je paye tout de suite. Je paye tout de suite. Ne jamais confondre son point de vue et le point de vue des autres. Très important de ne pas mélanger les choses. On n'a pas tous la même vie. On n'a pas tous les mêmes besoins. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Et il y a des gens, il y en a beaucoup, qui ont soit de la trésor, soit la possibilité de créer de la trésorerie pour se payer des accompagnements, pour arriver à certains endroits. Je te fais l'exemple. Je vais prendre à titre perso. Moi, en termes de formation, accompagnement, dans ma vie de business, je pense que j'ai dépensé à peu près 70 000 euros. Est-ce que toi, demain, tu paierais 70 000 euros pour te faire accompagner, pour développer des business? Peut-être que non. Mais avec le temps, et petit à petit, tu te rends compte que tu les as posés, et tu te rends compte que ça t'a apporté beaucoup. Donc c'est OK. Il y a un accompagnement que j'avais pris il y a quand même pas mal d'années, qui m'a coûté 4 500, c'était 1 500 euros
en 3 fois. Quand tu le regardes de l'extérieur, tu te dis, mais attends, mais 4 500 €. Est-ce que vraiment je vais payer ça? À quoi ça va me servir? Et quand tu fais le ratio par rapport à ce que toi tu veux obtenir, tu te dis, mais c'est OK, parce que ces 4 500 €, ils vont peut-être t'amener à gagner 10 000 par mois. C'est l'objectif, c'est ce qu'on te promet. Donc c'est OK. Le ratio est OK, tu as le besoin, tu as l'argent, tu as tout ce qu'il te faut, tu le fais. Et même si tu n'as pas l'argent, tu payes en plusieurs fois. Tu trouves toujours des solutions. Donc attention, quand tu entends des prix, ne t'affole pas à dire oui, mais ça va être compliqué, parce que c'est ta vision. Il n'y a pas que ta vision. Il n'y a pas que ton portefeuille, il n'y a pas que ton compte bancaire, il n'y a pas que tes problèmes à toi. Il y a plein de gens qui ont des problèmes. Et c'est pas les arnaquer que de leur proposer une solution, Et moi, c'est ce que je t'invite à faire. Positionne-toi toujours de manière éthique. Par pitié, si tu écoutes ce podcast, fais des choses éthiques. Tu peux facturer, j'aime pas ce mot, mais tu peux facturer cher, parce que ça veut rien dire cher. Tu peux facturer à un prix important, mais sois éthique. Si demain, tu as une solution qui vaut 10 000 balles par tête, c'est super, mais sois éthique. Scamme pas les gens, tu vois. Si tu peux apporter un niveau de qualité super élevé, avoir un taux de satisfaction de dingue, changer la vie des gens, et que ça coûte 10 000, eh ben tu le vends 10 000 parce que c'est le bon prix et c'est tout. Si tu vois que c'est un peu moins, tu vends un peu moins. Mais il y a des gens sur cette terre qui sont OK pour payer ce genre de tarif. Et c'est OK. Il y a des trucs beaucoup plus chers. J'ai un pote qui vit au Canada, il prend des accompagnements, donc des mastermind business, donc c'est-à-dire qu'il va se regrouper avec d'autres personnes qui font du business. Je vais te dire les prix, tu vas péter un câble. Le premier accompagnement qu'il a pris de sa vie, c'était 25 000 € à l'année. Le second accompagnement qu'il a pris, il a payé 50 000 balles à l'année. Et la dernière fois que je lui ai parlé, il prenait des accompagnements à l'année à 250 000 $. C'est une autre vision, c'est une autre monnaie. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est important, la localisation. Quand tu vends des trucs comme ça dans un pays où les mecs ont l'habitude de payer leurs études de ouf à 200 000 l'année, quand tu as un business qui marche et que tu veux passer au niveau supérieur, payer 200 000 pour du biz, c'est éclaté, tu vois. Tu as l'habitude. En France, il y a moins ce réflexe. Mais bon, avec le nombre de formations qui ont été vendues et achetées, ça commence. Là, c'est bien. C'est quand même bien rentré dans les mœurs. Bon. Voilà pour ce bilan, le lancement d'une nouvelle offre. Tu vois, donc on repart tranquillement à zéro sur un autre marché. On fait grossir, puis après, on applique des coefficients multiplicateurs pour générer plus de pubs, pour avoir plus de pubs, ce qui va générer plus de leads, donc plus de demandes entrantes, ce qui va générer plus de calls, ce qui va générer plus de ventes. Mais à aucun moment, on se dit, on est trop fort, on fait tout comme d'habitude, et puis advienne que pourra, normalement, comme on est trop fort, ça va marcher. C'est faux, il faut prendre le temps d'étudier. Et encore une fois, heureusement qu'on n'a pas suivi ce mindset-là, puisqu'on se serait mangé un mur incroyable, et personne n'aurait acheté cette formule comme on la vend ici. Ça n'aurait pas du tout fonctionné. Comme d'habitude, si tu as passé un bon moment, les petites étoiles sur Spotify ou sur la plateforme de podcast que tu utilises, tu me laisses un petit commentaire, je les vois et ça me fait hyper plaisir. Pareil, si tu checkes sur YouTube, régale-toi. Tu as également les liens dans la description si tu veux rejoindre le bureau, ma communauté privée. Et bien sûr, maintenant la petite nouveauté depuis quelques épisodes, comme tu le sais, on a fait un bootcamp physique, donc on a fait une journée où j'ai parlé de business dans une petite salle de séminaire, c'était très sympathique. C'est un événement que je compte répéter, je te mets le lien dans la description, et encore une fois, que nous en soyons au bootcamp 1, 2 ou 260 000, ce lien est dynamique. Donc tu verras toujours le chiffre du dernier bootcamp qui est en prévision. C'est comme l'UFC, il y en a. On enchaîne. Je te dis à bientôt et passe une bonne journée ou une bonne soirée.